Bienvenue pour notre nouveau direct Facebook dans le cadre de cette campagne électorale avec le second tour, je le rappelle, qui est dimanche 28 juin. Pensez procuration et pensez aussi que certains bureaux de vote sont déplacés. Le banner est à Cantelose et la Béozo sur le gymnase de la Béozo. Vous pouvez vous renseigner sur les sites officiels de la mairie. Je reprécise aussi, comme je l'ai fait avant chaque direct, que nous faisons ce direct avec nos propres moyens, que nous ne sommes pas des professionnels, donc veuillez nous excuser par avance des problèmes techniques qu'il pourrait y avoir, et nous respectons les règles de protection qui nous sont imposées par la crise sanitaire actuelle. Et donc nous faisons attention aussi pour l'enregistrement de cette émission. Comme sur les autres directs, pour ceux qui ont eu l'habitude de nous regarder, nous allons le faire en 3 temps. Quelques infos sur la vie de la commune et sur cette campagne municipale. Un temps d'échange et de questions, toujours avec Mathieu qui va me poser des questions autour du commerce, de l'artisanat et de la question de l'économie sur notre commune. Et enfin, je répondrai à toutes les questions que vous pourrez transmettre via les réseaux sociaux. Sur les infos concernant notre commune, on vous avait évoqué qu'on avait proposé aux 2 autres listes de faire un débat public, mais nous n'avons eu aucune réponse. Nous avons sollicité à plusieurs reprises les 2 autres listes. Aucun des 2 candidats n'a daigné répondre, même pas osé dire qu'il ne voulait pas faire le débat. Nous le regrettons, nous trouvons ça dommage pour la vie démocratique, surtout dans le contexte actuel où la campagne n'a pas pu se faire dans les conditions qu'on peut connaître par le passé. Et la discussion autour d'un débat aurait été pour nous forcément très intéressante, mais surtout pour vous, électeurs, éclairante pour vous aider à faire un choix. Ça illustre, nous, notre volonté d'être dans une logique d'ouverture, de participatif et de permettre à chacun de s'exprimer et de confronter nos idées. Là aussi, d'ores et déjà, on voit que les 2 autres listes ne sont pas sur cette dynamique-là, même s'ils écrivent dans leur programme qu'ils veulent de la démocratie participative, etc. Quand, dans le cadre d'une campagne électorale, qui est sûrement un moment propice à ça, on refuse, on ne veut pas faire le débat, on peut se dire qu'après, ça sera difficile pour qu'ils mettent en œuvre leurs promesses. Nous sommes aussi inquiets sur le déroulement de cette campagne électorale. Une liste a commis plusieurs manquements, et des manquements qui sont à nos yeux graves et sérieux, sur le respect des règles électorales. Nous l'avons signalé, nous avons signalé à la préfecture, on ne peut pas faire une campagne électorale si on ne respecte pas les règles du jeu qui sont fixées et qui permettent l'équité. Donc, pour nous, il n'est pas question qu'un maire puisse être élu en ayant triché ou fraudé ou pas respecté les règles du jeu. Nous nous attachons à respecter l'ensemble des règles du jeu. Si on le fait pendant la campagne, on le fera aussi quand nous serons élus. Vous allez retrouver sur nos réseaux sociaux aussi une déclaration de la secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts et de Pascal Barbier qui a conduit la liste Plaisance citoyenne donc sur la commune voisine, qui est trésorier d'Europe Écologie Les Verts et qui explique clairement pourquoi Europe Écologie Les Verts soutient François Orbelhumain d'abord, pourquoi on est la seule liste soutenue par Europe Écologie Les Verts et quelle est la différence avec les autres listes qui se prétendent verts ou voulant mettre en œuvre des politiques écologiques. Je vous invite à les regarder, elles seront diffusées d'ici la fin de la semaine sur nos réseaux sociaux. Je reviens sur la problématique des masques qui ont été distribués par la commune. Nous n'avons toujours pas les résultats, en tout cas nous ne les avons pas, pour savoir si les tests pour mesurer le niveau de filtration ont été faits. Donc on vous dit de faire attention dans l'utilisation de ces masques et on regrette qu'il n'y ait pas eu une communication très claire là-dessus. Je voulais revenir aussi sur la gestion de la crise par la municipalité et accentuer sur quelque chose qui a été écrit mais qui est pas forcément correspond pas à la réalité, c'est les subventions aux associations caritatives.
Nous avons alerté Madame la maire et ses élus sur la situation des associations caritatives dès le début de cette crise et qui n'avaient plus les moyens d'aider toutes les personnes à aider. Nous avons de suite sollicité une demande de subvention exceptionnelle. Dans un premier temps, c'était refusé. Selon la maire et ses adjoints, il n'y avait aucun besoin et aucune demande. Il a fallu que nous insistions lourdement pour arriver à ce que ces subventions soient mises en place. Et encore à 2 associations, une n'a pas eu les sommes promises pourtant, et nous avons dû revenir à la charge pour que cette 3e association caritative qui œuvre sur la commune puisse avoir une subvention. Donc si les 3 associations caritatives qui viennent en aide aux plus démunis sur la commune, aux gens en difficulté, ont eu des subventions, c'est uniquement parce que nous avons réussi à faire changer d'avis Madame la maire et ses élus. Sur la même chose aussi, c'est les médecins qui sont venus au Covid. Certains ont demandé à être hébergés. Vous comprenez pourquoi? Pour protéger leur famille. Madame la maire ne leur a rien proposé. Nous avons proposé, nous, Fonsorbe l'Humain d'abord, un hébergement à titre gracieux à ces personnes. Je pense que c'est important de le dire parce que ça montre bien la différence de philosophie, d'approche lorsqu'il y a des difficultés qui se présentent sur notre commune et auprès de nos concitoyens. Nous trouvons anormal que la municipalité n'ait pas trouvé une solution à ces médecins, n'ait pas lancé une demande d'aide pour que ces médecins soient hébergés. Il ne fallait pas grand-chose, nous on l'a trouvé. Je veux revenir aussi sur la gestion des personnes vulnérables. Nous avons alerté Madame la maire et ses élus pour qu'ils contactent toutes les personnes âgées, mais aussi les personnes vulnérables. Ils s'en sont tenus aux personnes qu'ils avaient dans leur listing sans profiter de l'occasion, entre guillemets, de faire l'effort pour aller vers ces personnes et voir s'il n'y avait pas d'autres personnes vulnérables. Nous avons appris qu'une personne est décédée dans son appartement. On s'est aperçu de son décès au moins 7 jours après. Nous avons appris que des habitants ont signalé une autre personne en difficulté auprès d'élus de la majorité. Aucune réponse n'a été apportée à cette personne qui est malheureusement décédée. Nous trouvons scandaleux ce dédain par rapport aux personnes en difficulté. On arrive vers l'été, on aura peut-être une période de canicule. J'espère qu'il y aura un nouveau exécutif pour être en capacité de gérer les personnes les plus vulnérables et ne pas attendre qu'elles viennent se signaler à la porte. Une municipalité qui prend soin de ses habitants, c'est une municipalité qui va au-devant des gens en difficulté et des personnes les plus vulnérables. Une personne plus vulnérable, ça peut être n'importe qui d'entre vous à un certain moment de votre vie. Ne le perdez pas de vue, ayez-le à l'esprit. Ça n'arrive pas qu'aux autres de se retrouver dans une situation où on est en difficulté. Une maladie peut très vite, je le souhaite à personne, mais entraîner de se retrouver très vulnérable. Et là, on est content d'avoir une mairie, un maire, un conseil municipal, ses élus qui sont là et attentifs et qui soutiennent. Je voudrais terminer, avant qu'on passe aux questions, sur une note plus légère. C'est sur la commune, il existe un jeune mineur qui a monté une web radio. Il regroupe plusieurs autres jeunes, plus de 25 sur toute la France, y compris en Belgique, et ils font vivre cette web radio en créant des sujets. Ce jeune qui est à l'initiative de cette web radio et de Fonsorbe, il a sollicité Madame la maire pour être aidé et épaulé. Il n'a jamais eu de réponse. Nous trouvons ça déplorable. Je refais le lien avec notre programme. Quand nous disons que nous écouterons et nous entendrons la jeunesse, ça veut dire que quand il y a des projets comme ça, on les soutiendra. C'est une chance d'avoir des jeunes qui prennent autant d'initiatives sur une commune, il faut les soutenir. Je vous invite à aller écouter les émissions qui sont faites sur cette web radio. Il y a notamment une chronique le dimanche qui est faite sur Big Flo et Oli. Et je vous invite vraiment à aller l'écouter. Vous pouvez les rediffuser, vous tapez web radio, et vous aurez
vous pourrez avoir accès au contenu de tout ce que ces jeunes font et qui sont d'une qualité certaine. Et vraiment, je les en félicite de ce travail qu'ils font et de cet engagement qu'ils font voilà, autour de cette web radio. Voilà, pour les informations que je voulais vous communiquer pour ce début de ce direct, je vous propose qu'on passe à la thématique d'aujourd'hui autour du commerce et de l'artisanat. Alors, excusez-moi, parce qu'on me montre papier, mais je n'arrive pas à le lire. C'est le bénéfice de l'âge. Oui. Alors, on me demande plus de détails sur un maire qui triche. Mais ça va être... je vais le faire simple parce que je ne veux pas qu'on s'étale. Donc, qui triche dans le cadre de la campagne électorale. Je ne veux pas m'étendre sur cet aspect-là puisqu'il y aura sûrement des suites de notre niveau. Il y a déjà eu des articles qui ont été faits dans la dépêche sur le dernier trimestre 2019 mettant en cause mes compétences sans que j'ai eu droit de pouvoir m'exprimer et de pouvoir dire ce que j'en pensais. Surtout que sur le fond, et la Chambre régionale de comptes et les rendus du tribunal administratif nous donnaient entièrement raison sur ce qu'on affirmait. Donc ça, c'est le premier point. Dans une campagne électorale, il faut qu'il y ait une équité, et là, il y a eu manifestement un manquement. Il y a ensuite des communications qui sont faites par Madame la maire qui se retrouvent sur ces sites de campagne. Donc ça aussi, ce n'est pas conforme à la réglementation et au code électoral. Nous avons eu aussi des affichages en dehors des dates réglementaires et dernièrement des afficheurs. Pour les panneaux officiels, chaque candidat se voit attribuer un numéro qui correspond à une partie des panneaux sur lequel il doit coller. Personne d'autre peut coller sur ces parties. Là, c'est répréhensible au titre de l'article 51 du Code électoral. Donc, c'est ce qui s'est passé notamment ce week-end. Des affiches ont été apposées sur un espace qui n'était pas dédié aux candidats. Donc, cela fait beaucoup de choses. Et il y a aussi cette histoire de masque, puisque là, c'est donné volontairement sur des communications qui se retrouvent sur des sites de campagne des informations erronées, puisqu'on dit que les masques avaient été certifiés selon la DGA, c'est faux. Donc c'est de manière à venir entacher le discernement des électeurs qui doivent voter, puisqu'on leur donne des informations qui sont fausses. Donc voilà les points principaux, je ne veux pas détailler plus, mais qui amèneront contestation, puisque chacun fait référence à des manquements très clairs du code électoral. Pour des personnes qui se présentent à des élections pour la deuxième ou troisième fois, c'est impossible de ne pas connaître ces b.a.-ba dans des règles légales qui existent et qui régissent cette campagne. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Mais on y reviendra, si vous voulez, tout à l'heure dans la partie questions. Je propose qu'on passe aux questions, aux échanges de questions autour de la thématique sur le commerce, l'artisanat et l'économie sur notre commune. Et donc on va retrouver Mathieu. Alors il y a un petit problème d'éclairage, je vais attendre, ce que je disais tout à l'heure, excusez-nous, mais on s'adapte chaque fois au fur et à mesure. Donc Mathieu qui a pris l'habitude de me poser des questions, voilà, donc je vais lui laisser la parole. Ok, bon ben merci encore une fois de bien vouloir répondre à la question pour la troisième fois. Donc on commence, première question donc, dans le thème. Donc le commerce et l'artisanat sont importants pour l'attractivité d'une commune. Que penses-tu de leur gestion par la municipalité actuelle? As-tu des propositions nouvelles ou des améliorations à donner? Alors, chaque fois, les questions que tu poses sont riches et denses et il y a beaucoup de choses. On va peut-être commencer par dire que ce qui nous surprend, c'est le nombre de vitrines où il n'y a pas de commerce et le nombre de vitrines vides. Alors, la municipalité, la majorité, Madame la maire et ses adjoints nous disent c'est que les loyers sont trop chers, c'est pas de leur faute, c'est la faute aux propriétaires. Ok, je pense que si on veut que ça soit autrement, ça peut être autrement. Il faut se lancer dans une
une action politique coordonnée avec les propriétaires, avec les commerçants, pour que chacun y trouve son compte. S'arrêter à dire c'est la faute au propriétaire parce qu'il vaut trop cher, ce n'est pas suffisant et c'est pas comme ça qu'on peut gérer une commune. Ensuite, on voit des commerçants, des commerces et des artisanats qui sont plus ou moins étalés sur la commune, qui ne sont pas mis en valeur et qui ne sont pas mis en avant. L'effort est porté sur les portes du Gers, pratiquement uniquement. On voit qu'il y a peu de choses sur l'ensemble des autres commerces artisans, parce que je veux lier les deux. Les gens qui nous rendent service, qui nous rendent un service sur la commune, c'est les commerçants, les artisans et aussi les petites entreprises. Donc, à part l'annuaire qui regroupe les professionnels, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Si le Muretais Aglo, avec son organisation, vient de temps en temps, une fois par an, faire comment je vais dire ça, une grande réunion qui permet de se prendre un pot, voilà, puis rencontrer des gens, mais ce n'est pas ouvert et ça ne permet pas, et en tout cas on ne voit pas l'influence que ça a pour la commune. On voit l'influence que ça a pour le Muretais Aglo, la notion de prestige, il y a plusieurs chefs d'entreprise, commerçants et autres qui sont là, mais quel est l'impact pour la commune? On ne le mesure pas. La municipalité a voulu revoir aussi la notion des enseignes et la signalétique sur l'ensemble de la commune. Ils ont voulu faire que les signalétiques soient... Alors, non, ils ont organisé des signalétiques différentes suivant les zones de la commune, avec des signalétiques beaucoup plus grandes sur les zones périphériques. Plus on se rapproche du centre-ville, plus les signalétiques des commerces pour qu'ils s'annoncent et qui signalent à travers les enseignes sont petits. Donc on voit un déséquilibre. La seule réunion de commerçants, les commerçants avaient proposé que ça soit la même règle pour tout le monde sur toute la commune. Ils n'ont pas été entendus. Ce règlement local de publicité, nous avons été les seuls, et je dis bien les seuls, à le contester. Nous avons été les seuls à aller voir les commerçants, à leur remettre un exemplaire de ce projet pour avoir leur avis. Les positions que nous avons prises après, en s'opposant à ce règlement local de publicité, c'est parce qu'on avait pris le renseignement auprès de dizaines de commerçants à qui nous avions donné les documents. Et je tiens à les remercier d'avoir joué le jeu et de nous avoir aidés. Non, c'est bon, excusez-moi, on me fait un signe, pardon. Et de nous avoir aidés, quelle que soit là aussi leur couleur politique. Nous, ce qu'on a regardé en s'adressant à plusieurs commerçants de la commune, c'est pas qu'est-ce qu'il pensait, quelle était sa couleur politique, mais il est commerçant sur la commune, il a un avis intéressant à nous donner. Je pense qu'il faut que vous l'ayez à l'esprit. Nous sommes sur des idées très claires que nous portons, mais nous sommes très ouverts à tout le monde. Et c'est aussi ce qui nous différencie des deux autres listes. Donc, je reviens sur ce règlement local de publicité. Nous avons été le seul à nous opposer. Nous l'avons exprimé auprès du comité enquêteur qui a reconnu que ce document, il y avait beaucoup de manquements et donc il n'a pas pu être approuvé. La municipalité actuelle veut le retravailler. Là, son objectif, je vais être au conditionnel parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, ça serait de faire des enseignes qui soient identiques, avec les mêmes matériaux, les mêmes couleurs sur tout le centre-ville. Donc pas de différenciation. Donc quand vous voyez certains commerces, leur seul moyen de se faire voir, c'est d'avoir une enseigne qui attire le regard. Si tout le monde a la même enseigne, vous allez y mesurer ce que cela signifie pour ces commerçants. Nous concernant, on veut arriver à fédérer tous les commerçants de la commune, ou le plus possible, et les artisans et les petites entreprises, pour qu'ils puissent être repérés et que au moins les fonceurs sachent que sur la commune, ils peuvent trouver tel produit, tel service, telle spécialité. Par exemple, je suppose que peu de gens savent que nous avons une petite entreprise qui fournit du gel, des solutions hydroalcooliques pour les cliniques et autres services médicaux. Dans la période que nous venons de traverser, ça aurait été bien de le mettre en avant. Ça n'a pas été fait. Nous pensons que
avant de penser, on ne pourra pas faire revenir de grandes entreprises, il ne faut pas rêver, on ne pourra pas venir. Donc il faut s'appuyer sur l'existant en développant vraiment le réseau qui existe et en leur permettant de prendre des nouvelles dimensions en fonction de leur projet et de coordonner tout cela. Notre objectif, c'est d'arriver peut-être à faire un label Made in Fonsorbes, voilà, quelque chose qui soit de cet ordre-là. On va éviter les anglicismes, mais qui montre qu'il y a des compétences, un savoir-faire et qu'il faut exploiter. Et ça passe aussi par un entretien de la proximité de ces commerces et de ces entreprises. Vous verrez sur une petite vidéo qu'on a tournée, si vous allez à Mondra mais à d'autres endroits, les abords sont sales, sont mal entretenus. Comment voulez-vous que ça attire des clients quels qu'ils soient? Ça sera un effort à faire. Le commerce est aussi une compétence du Mémoté Aglo, donc on se défausse aussi là-dessus, mais c'est pour des gros projets, des installations. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même que la commune soit acteur d'une dynamique locale et de proximité. En permettant ce développement-là, on espère aussi créer de l'emploi et ça participe à lutter contre la pollution en évitant les déplacements, que les Fonsorbais puissent avoir des emplois sur place. Et ça facilite le cadre de vie à tout le monde, puisqu'on peut. L'objectif, c'est de trouver tout ce qu'on a besoin sur la commune. Ça serait le rêve. J'insiste vraiment sur cette notion de donner une identité à tous les savoir-faire qui existent, à tous les commerçants, entreprises, je me répète peut-être, mais qui existent sur la commune. Nous trouvons, comme nous sommes attachés aux valeurs humaines, que c'est un peu un gâchis de ne pas mettre en avant toutes ces richesses. Très bien, merci. Alors, on va peut-être un peu plus parler du thème de l'économie. Que proposes-tu concrètement en termes d'investissement sur la commune de Fonsorbes pour les 6 années à venir? Alors, sur ce domaine-là, j'ai un peu répondu tout à l'heure. La réponse est déjà de remettre en état l'existant et de faire en sorte que les alentours des commerces et des entreprises soient accessibles en bon état. Je crois que ça demandera un investissement. Une action et aider les propriétaires à ce que leurs locaux ne restent pas vides. On a montré l'exemple à travers notre local de campagne et du coup on a discuté avec la personne qui nous le loue pour un futur de pouvoir l'aménager qui ne reste pas comme ça fermé. Donc c'est chaque fois des questions. Souvent il ne faut pas grand chose pour changer les choses, il ne faut pas grand chose pour qu'une dynamique change, il faut une impulsion humaine. Et nous on veut l'impulser. Il faudra sûrement faire un investissement vraisemblablement autour de la Martinette pour en revoir l'accès. La municipalité, ce qu'elle a fait en réaction à un accident, a entraîné une baisse du chiffre d'affaires très claire chez ces commerçants. On ne peut pas les laisser comme ça. Il va falloir trouver des solutions. Lesquelles, je ne sais pas. Il faudra des investissements et ces solutions, on les construira ensemble, mais d'abord avec les commerçants qui sont sur cet espace-là, qui doivent être traités de la même manière que l'ensemble des autres commerçants et entrepreneurs de la commune. Nous pensons qu'il sera nécessaire aussi d'investir et de créer un nouvel espace pour accueillir des petites entreprises de l'artisanat, d'une part parce qu'on sait qu'il y a des petites entreprises de la commune qui sont déjà à l'étroit, qui demandent plus, mais on sait qu'il y a des demandes. Donc là aussi, c'est un investissement qu'il faudra faire en créant une zone, on va dire, artisanale, sûrement plus artisanale d'ailleurs que commerciale, en évitant qu'elle soit à côté de l'habitation. Il faut arriver à préserver les espaces de chacun. Nous avons la chance d'avoir encore un peu de foncier qu'il s'agit d'utiliser correctement. Pour nous, pas question d'aller mettre des entreprises au ras d'une clôture de riverains qui sont installés depuis 20 ans et qui n'ont rien demandé et qui n'ont jamais su qu'il y avait ce projet. De même, nous l'avions signalé sur une petite vidéo, quand il y a un espace vert, on ne le transforme pas
en zone là, je ne sais plus comment l'appeler d'ailleurs, qui est laissée à l'abandon. On voulait y mettre des camions, on ne va pas mettre une entreprise, une grosse entreprise de chantier à côté de Riveret. Je ne comprends pas comment on a pu penser et mettre en place des projets comme ça, de dépenser de l'argent comme ça. Donc nos investissements, ils seront sûrement beaucoup plus réfléchis. Et on prendra le temps de bien les réfléchir. Et on réfléchira aussi à cette question de la signalétique des enseignes pour que la ville soit ouverte sur les commerces et les entreprises et que tout le monde puisse s'y repérer. Donc ça nécessitera aussi des investissements. Donc certains investissements d'ailleurs s'étaleront peut-être sur plus de 6 ans, mais là aussi, on n'est pas pressé. Nous, ce que l'on veut, c'est faire les choses correctement. Prendre le temps de se concerter et d'avancer, en sachant qu'on est dans une période toute particulière. La crise du sanitaire que nous traversons nous apprend beaucoup de choses. Et donc il y aura sûrement des ajustements à faire et des choses nouvelles qu'il va falloir penser certainement. Donc ça aussi, on s'adapte. Tout à fait. Mais alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire en parlant de la crise du Covid-19 qu'on traverse. C'est une crise sanitaire mais aussi économique finalement. Donc suite à cette crise sanitaire, le Made in France ou le fait en France, on va le dire comme ça, pour privilégier le français, ou plus précisément le commerce local, le commerce de proximité, a une importance primordiale. Alors, comment faire pour pousser les fonds sorbets à consommer local et privilégier aussi les producteurs et artisans locaux de fonds sorbes? Et complément pour cette question, du coup, comment pérenniser un petit peu la situation? Alors, là aussi, je pense que c'est des histoires de dynamique. On voit que la crise a montré qu'il fallait peu de choses pour que de nouveaux comportements apparaissent. Nous avons la chance d'avoir des richesses sur la commune, nous avons des professionnels de qualité et dynamique. Il faut arriver à mettre tout ça en mouvement et à coordonner. Pour nous, le développement local et la proximité, c'est d'abord sortir du système dans lequel on est, où on cherche forcément la production à bas coût, où on ne s'intéresse pas du tout aux impacts sur l'environnement, on fait venir des produits du bout du monde que l'on pourrait fabriquer pour quelques centimes de plus, mais parce qu'on veut gagner toujours plus, on ne se pose pas les bonnes questions, et puis quand il y a un problème, on s'aperçoit que plus rien ne fonctionne. Donc il faut arriver à changer ça. Il y a une commerçante sur la commune qui vend des produits de commerçants locaux. Elle a recensé dans un rayon de 100 km un nombre incalculable de producteurs, allant de gens qui produisent des stylos à des gens qui produisent de la viande, de tous les produits que l'on peut trouver. Donc c'est une richesse qu'il faut mettre en avant. Et lorsqu'on arrive à regrouper tout ça, on peut arriver aussi à faire baisser les coûts et à faire en sorte que les produits soient à des prix acceptables, le moins cher possible, puisqu'il faut penser aussi aux gens qui n'ont pas des revenus suffisants pour payer des produits très chers. Le commerce local, c'est aussi comment une collectivité le stimule par ses achats, avec une priorité donnée aux entreprises et aux commerces locaux. Alors on va me dire, il y a des appels d'offres, il faut respecter les règles. Oui, mais on peut mettre des clauses très précises qui permettent de faire en sorte que les commerçants et les entreprises aient un accès plus facile à ce marché et une priorité, on va dire, parce que ça nous paraît important de faire vivre le tissu qui existe sur la commune. Sur toute cette production, si c'est un commerce qui le fait et un autre, c'est sûr que ça ne sera pas efficace. L'idée, c'est de lancer une dynamique où chaque commerçant puisse le travailler avec les autres. Nous y croyons fermement et ça peut être, je parlais d'identité, ça peut être l'identité, et qu'on peut donner y compris à la région, que l'identité des magasins de fonds sorbes, par exemple, ça soit l'identité des produits qui viennent d'un rayon de 100 km ou des produits uniquement produits en France. Ouais. On donne une identité, on attire des gens. Et on crée une clientèle. On voit je le redis, qu'il n'a pas fallu grand-chose. Il a fallu une malheureuse crise, mais pour que les comportements soient autrement et qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents de retrouver un lien direct et de ne plus aller dans les grands commerçants. Et on voit que l'achat direct a aussi pris une ampleur malgré la concurrence d'Internet.
je reviens sur je fais un lien avec la question de l'économie. Il faut aussi se rassurer. On voit aujourd'hui, les chiffres de la bourse repartent à la hausse. Donc, l'histoire de l'argent et de la circulation de l'argent est une question qu'il faut se poser. Mais ce n'est pas tellement du manque d'argent, c'est comment l'argent circule. Avec la crise aujourd'hui, voir la bourse repartir à la hausse comme elle repart, ça pose des questions. Donc, quand il va falloir refinancer des actions, il faudra s'interroger là-dessus. Sur le commerce local, je crois que ça renvoie aussi à tout ce qui est développement durable et produits bio. Je redis notre ambition aussi, c'est de pousser un maximum pour que nos cantines soient alimentées en produits bio et issus de circuits courts. Ça prendra du temps, mais notre volonté, c'est de pousser à ça. Voilà, je ne sais pas si ça... Il me semble que j'oublie peut-être un point. Non. Sur le consommer local, hein, tu viens de le dire avec les cantines et d'autres exemples, et les commerces de proximité, avec les magasins font sorte, c'est plutôt de bonnes propositions. Alors, j'ai vu tout à l'heure dans le live que des personnes parlaient un petit peu de la route de Tarbes. On va un petit peu en parler, mais de manière différente. Tu reviendras peut-être dessus après. Alors, l'aménagement de cette route de Tarbes donc, étant pour parler. Alors, première question, j'aime bien les questions longues. Alors, première question, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc voilà, sur cette route de Tarbes, et les aménagements qui peut-être seront prévus. Et deuxième question, qu'adviendra-t-il des commerces, puisqu'on est sur le thème des commerces, donc qui l'entoure? Alors, le projet où il en est, donc tous les fonds sorbets ont pu voir les plans présentés. Il y a un chiffrage qui a été fait par les bureaux d'études. On en est là. En tant qu'élu d'opposition, nous n'avons pas pu retravailler cette question du budget, du coût de la route de Tarbes. Sur les éléments que l'on a eus, on a beaucoup d'interrogations. On pense que le chiffrage nous interroge et nous paraît des plus surprenants, sûrement très sous-estimés, pour faire très simple. Mais on n'a pas eu de réunion de travail, on n'a pas pu poser les questions, on n'a pas pu aller vérifier toutes les inquiétudes que nous avions. Notamment, on retrouve des demandes de subventions sur l'ensemble des projets, et certaines subventions, on sait qu'on peut les demander qu'une fois, donc il y a beaucoup de choses qui nous paraissent excessivement curieuses. Ce projet, ce qu'on reproche aussi, c'est qu'il n'y a pas eu une réelle concertation autour. Il y a eu des informations, il y a eu des réunions publiques pour dire voilà ce que nous allons faire, qu'est-ce que vous en pensez? Mais on n'a pas demandé à la base ce que les gens aimeraient autour de cette route de Tarbes et du centre-ville de notre commune. Là, je le redis aussi, dans notre manière de faire, nous ne lancerons aucun projet sans qu'il y ait une concertation préalable. S'il n'y a pas cette concertation préalable, on ne peut pas avoir l'avis des gens, parce qu'il faut transmettre l'avis de nos concitoyens au bureau d'études en préalable. On est dans une période historique pour la commune. Nous avons encore du foncier autour de cette route de Tarbes. C'est une chance historique de repenser le centre-ville ou de le penser, parce que je crois qu'il n'a jamais été pensé. De le penser et de l'organiser. Donc ça veut dire de l'organiser avec les utilisateurs, avec les commerçants et avec la municipalité. Et de construire un projet qui soit un projet vraiment du 21e siècle. Et pas, on fait un bout de route, on va voir ce qui va se passer au bout. Je sais, pour l'avoir évoqué lors de cette campagne avec plusieurs commerçants, qu'il y a plusieurs commerçants qui seraient intéressés et qui seraient favorables de s'associer à cette démarche. Donc là aussi, nous pensons qu'en créant un collectif, on pourra repenser notre commune et recréer un centre-ville. Et voir comment les commerçants s'organisent autour de ça. Et ce n'est pas en disant, je refais la route de Tarbes, tel commerçant, on te rase, tel commerçant, c'est fini, tu vas ailleurs. Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Les commerçants, ils sont impliqués dans la vie de la commune, c'est leur outil de travail, on ne peut pas malmener des outils de travail comme ça, on ne peut pas malmener des personnes comme ça. Je le redis, je le dis aussi clairement, nous sommes la seule liste qui n'avons pas évoqué de continuer les travaux sur la route de Tarbes, puisque, vous l'avez bien compris, pour nous, le cahier de charge ne va pas. On doit repenser les choses de manière plus globale et se saisir de cette chance historique. Le foncier qui reste sur la commune, sur le cœur de ville, on ne l'aura pas. Dans 5 ans, on l'aura sûrement peut-être plus. Donc c'est une chance historique, c'est maintenant et pas à un autre moment. Et donc, pour les commerçants qui sont sur cette route de Tarbes, ce sera aussi de discuter avec eux, de voir comment ils s'associent. Peut-être que s'il y a une reconstruction
du centre-ville un peu plus loin, ils vont peut-être être intéressés de se déplacer. Ça sera plus la même logique que de dire on te rase ton magasin, ou toi tu n'auras pas de place de parking devant, ou tu auras un arbre, ou je sais pas, ou d'autres choses les plus farfelues qu'on peut imaginer. Donc, pour nous, c'est très clair. Il faut repenser le centre-ville, et avec tout le monde. Ce sera l'occasion, j'imagine, comme on l'évoquait la dernière fois, dans tout ce qui est aménagement et urbanisme, de le faire avec une dynamique de développement durable. Alors, dans notre programme, nous avons indiqué que le développement durable, et donc la notion de transition écologique, c'était transversal. Donc on va le retrouver forcément sur l'ensemble de nos projets. Donc, tout ce que l'on fait, on regarde l'impact humain, l'impact au niveau de la transition écologique et du développement durable. Et après l'impact financier. Et c'est des choses que l'on doit retrouver, et on le fait en discussion avec les gens. On doit le retrouver sur le programme. Donc bien évidemment, j'évoquais sur un autre direct, il y a énormément d'initiatives de créateurs d'entreprises qui développent des nouveaux concepts d'énergie renouvelable, des éoliennes ultra-modernes, etc., qui sont aussi des éléments de décor du paysage, qui ne coûtent pas excessivement cher. Donc voilà, il y a tellement de choses nouvelles, mais il faut oser aller vers l'avenir et pas s'arrêter et penser avoir cette idée préconçue de dire que c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, on n'a pas les sous, on n'a pas le sou. On n'est pas pressé. On engage une ville pour les décennies futures. Les tracés des routes de la route de Tarbes, ils étaient là il y a plus de 300 ans. Donc quand on fait quelque chose, il faut penser que ça va être pour durer. Ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir sur les 6 ans et avoir l'honneur de couper le ruban et l'inaugurer. Il faut penser aux générations futures et à la ville de demain. Très bien. Et enfin, donc, dernière question, qui devrait en intéresser plus d'un, je pense. Donc, économie rime forcément aussi avec imposition. Alors, l'État a proposé, donc on l'a vu les derniers jours, les dernières semaines, des aides exceptionnelles, mais qui ne dureront pas indéfiniment. Alors, Fonsor doit-elle prévoir une future augmentation des impositions afin de pallier cette crise sanitaire? Je vais répondre de manière un peu taquine. Ça dépend pour qui vous votez. Nous avons comparé les 3 programmes et nous les avons chiffrés. Les 2 autres listes, pour nous, c'est des coûts pharaoniques. Et dans le contexte actuel, ce n'est pas sérieux de faire des estimations, d'avoir des projets qui, s'ils réalisent tout ce qu'ils ont écrit, on est sur des sommes investissement, fonctionnement réunis à plus de 20 millions. Nous, on a fait un budget avec des choses très claires, nécessaires pour la commune, presque à moitié moins. Parce qu'on avait en tête, on n'a pas, alors on me fait signe, non ça va, on a été réaliste. Quand on a peu de sous, on y fait attention, et on fait attention à ce qu'on fait avec. Et on ne promet pas mondes et merveilles, comme je peux lire sur les 2 autres programmes. Il y a des choses que je ne comprends pas. C'est irréaliste financièrement. Et je reviens sur la question. Donc, il va y avoir la taxe d'habitation qui va être supprimée, pour partie. Une compensation de l'État, mais on sait ce que ça veut dire, les compensations de l'État. On le voit avec tous les autres phénomènes de décentralisation, c'est qu'au fil des ans, les recettes diminuent. J'oublie un autre point sur les impôts de la commune. La maîtrise de la population, on est aussi coincé parce qu'on pourrait se dire on augmente les impôts par on augmente les recettes en accroissant la population, mais là aussi on se retrouverait très vite coincé parce que ça veut dire beaucoup plus d'infrastructures qu'on ne sera pas capable de financer. Alors, on serait en difficulté. Donc c'est un jeu dangereux. C'est aussi pour ça qu'il faut maîtriser la population. Donc on est dans des zones d'incertitude. Le budget que nous avons fait, on ne prévoit pas d'augmentation d'impôts. On est sur un budget stable, en étant très très prudent. L'autre inconnu, c'est le Muretin Aglo, où là, il y a des possibilités
d'actions importantes, mais il faut qu'il y ait une redistribution et une vraie solidarité qui se mettent en place sur le territoire. Ce n'est pas possible que les deux plus grosses communes soient celles qui reçoivent le plus. Ce n'est pas parce qu'elles donnent le plus qu'elles doivent recevoir le plus. On est sur une logique de territoire. On est sur un territoire aujourd'hui qui s'appelle le Muretin-Aglo, qui fait 26 communes. Il faut que l'action soit la même sur l'ensemble de ces communes. Et c'est le but de regrouper les communes, c'est de pouvoir fournir les mêmes choses à tous les habitants, quel que soit l'endroit où ils sont. Si on fait en fonction des revenus de chaque commune, on n'est pas sur une notion d'égalité et d'équité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir aller interroger. Et les échos que l'on a eus de M. Bandeman, c'est qu'il veut déjà faire payer les communes de la crise du Covid. Je termine. Il y a des aides de l'État que la commune et que le Muretin-Aglo doivent demander qui permettront d'atténuer. Pas non plus. Pour le coup, l'État a prévu beaucoup de choses. Donc ça devrait permettre de passer cette étape difficile. On verra pour la suite. Je suis plus inquiet des choix de ce gouvernement pour nos communes que peut-être des conséquences de la crise. Voyez, et on avait prévu notre budget, nous, en fonction. Et donc, on est vraiment dans la volonté, parce qu'on a déjà des impôts qui sont très chers, de les maintenir. On avait même posé la question, soulevée l'année dernière en conseil municipal, de pouvoir les baisser. L'année dernière, c'est quelque chose qui pouvait se baisser. Aujourd'hui, avec toutes les incertitudes, ça ne serait pas raisonnable de poser cette question. Donc, on ne la posera pas. Voilà, je pense avoir fait le tour. Là, Très bien, oui. Ouais. C'était ma dernière question, donc merci d'y avoir répondu. Ben, encore merci d'avoir prêté au jeu de l'intervieweur. Et puis te remercie encore pour tout ce que tu fais sur la commune et toutes tes actions et les récompenses qu'il y a en retour, qui sont des récompenses qui vont aussi à toute la commune. C'est gentil, merci. Il me paraît important de le dire, parce que si d'autres oublient de le dire, moi je le dis, quand des jeunes font des choses et que ça rayonne au niveau national, c'est Fonsorbe qui est mis à l'honneur sur l'ensemble du territoire national. C'est gentil, merci. Non, c'est pas gentil, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, je pense qu'on va passer à la partie questions. Donc, il y en a. Alors, a priori, il y en a. Alors, il y en avait une, je crois, qui avait été oubliée la dernière fois, qui est venue après. Est-ce qu'elle est reposée sur le... Oui. Bon. Parce que je pense qu'elle est importante aussi. On y viendra peut-être en fin. On va essayer de reprendre maintenant les questions sur le thème de la soirée. Ouais. Donc, nous avons, comme disait Jean-Luc, plusieurs interpellations. Donc, au niveau, donc une personne, donc Laetitia, qui demande, voilà, aujourd'hui, a priori, il manquerait sur Fonsorbe un bar-restaurant, comme celui qui est actuellement fermé, l'ancien bar des sports. Le relais de la diligence, donc elle est un petit peu inquiète quant à sa réouverture et elle pense qu'il serait bien d'en avoir un autre, mais peut-être installé un peu plus loin des riverains que la diligence, parce qu'a priori ça pouvait apporter des nuisances et bon, il y avait le souci. Donc est-ce que ce serait possible, d'après toi, de pouvoir installer dans un endroit peut-être un peu plus éloigné des habitations, un bar-restaurant qui pourrait amener un peu plus d'attractivité à Fonsorbe? Alors, nous avons déjà la chance d'avoir plusieurs établissements avec un choix diversifié et des établissements de qualité. J'y reviens parce que sur une réunion publique, Madame la maire s'était permis de dire qu'il n'y avait pas de restaurant de qualité sur la commune. Je pense qu'elle devait se tromper, elle devait vouloir dire des restaurants de prestige. Mais des restaurants de qualité sur la commune, il y en a pour les fréquenter. On mange très bien, on est très bien accueillis et vraiment on a beaucoup de chance. La municipalité en place voulait prendre l'initiative de créer un restaurant place du Trépadé. Je ne suis pas sûr que ce soit à la collectivité de prendre en charge cette idée. Par contre, nous savons qu'il y a toujours des gens qui veulent créer, se lancer, créer leur affaire. On sait que nous avons aussi des restaurateurs sur la commune qui ont envie, qui ont des intentions, qui ont des projets, qui aimeraient faire des choses. Et c'est peut-être se servir, ce que je disais tout à l'heure, de cette richesse, de ces initiatives, voir comment on peut les soutenir, et sinon comment on permet à peut-être des jeunes personnes de lancer une initiative donc autour
d'un lieu de commerce, de restauration et de boissons. Voilà. Je crois que c'est quelque chose d'important pour la commune et qu'il faudra qu'on s'attelle à soutenir les projets. Et donc, toujours sur l'économie et le sujet du soir, il semble que le tracé des lignes aériennes vont passer au-dessus de Fonsorbe. Cela ne risque-t-il pas de faire partir certains citoyens et du coup tuer l'économie? Donc ces fameux couloirs aériens qui sont en train de bouger pas mal sur la région, est-ce que ça peut avoir un impact? Alors, je vais d'abord faire une réponse un peu taquine aussi. Il y a beaucoup de commerces et d'entreprises en dessous des couloirs aériens. C'est pas ça qui empêche. Ça gêne plutôt les riverains qui vivent au quotidien. Cette question des couloirs aériens a été soulevée en conseil municipal par un élu de l'opposition. On lui a dit qu'il n'y avait aucune modification, aucun projet et que la commune n'était pas concernée. Les faits semblent encore une fois montrer le contraire. Et encore une fois, les informations qui nous avaient été données en conseil municipal étaient fausses et erronées. Donc il y a bien une réflexion au niveau de l'aéroport de Toulouse de revoir les couloirs aériens avec des couloirs aériens qui passeraient peu ou prou au-dessus de Fonsorbe ou pas loin de Fonsorbe. Plusieurs communes autour de nous sont en train de se mobiliser, Frouzens, Plaisance, la Salvetat, pour se pencher sur les propositions qu'il y a actuellement. Il y a une enquête publique qui est ouverte je pense qu'il est nécessaire que la commune de Fonsorbe fasse exactement la même chose, regarde avec attention. C'est pas parce que sur l'enquête publique Fonsorbe n'apparaît pas en tant que tel, mais si le couloir aérien qui est dévié passe à la limite de Plaisance et de Seyss, le bruit va être au-dessus de la tête des riverains. Là encore, quand on s'attelle à ne voir que Fonsorbe et qu'on oublie qu'on est sur un bassin beaucoup plus large et qu'un avion, s'il passe un kilomètre à côté, le bruit est pareil. Ça renvoie à l'étroitesse du slogan « Notre parti c'est Fonsorbe », qui est d'une étroitesse terrible. Donc effectivement, il faudra s'en préoccuper, mais pour le bien-être de l'ensemble des riverains. À ce sujet, nous avons une petite remarque de Sarah qui dit que les autres communes aux alentours ont des collectifs et que si personne éventuellement ne fait quoi que ce soit sur Fonsorbe, elle pourrait peut-être s'y intéresser fortement. Ouais. Ouais. Alors, on est en lien parce que quand cette question avait été soulevée en conseil, on s'en était préoccupé. On est en lien avec d'autres collectifs et d'autres élus, d'autres citoyens qui s'en préoccupent tout autour de Fonsorbe. Donc éventuellement, on peut faire des liens. Alors, on pourra faire des liens et transmettre les contacts que l'on a, mais on doit le travailler aussi avec des élus. Ouais. Okay. J'en profite pour dire, en attendant que la prochaine question arrive, que toute initiative citoyenne, nous les encourageons et nous trouvons ça comme une très grande richesse pour la commune. C'est super, on dit le mot, c'est super que des citoyens prennent des initiatives comme ça pour la vie de la commune et portent des sujets. J'avais peut-être mal compris la remarque de Sarah, qui dit que peut-être ça passera au-dessus de sa tête. Voilà. Peut-être sur le côté, je ne veux pas dire, j'ai commencé à le regarder, je crois que c'est un peu sur le côté, mais la notion de bruit, parce que en plus il y a la question des essais, enfin, je ne veux pas m'étaler, parce que je n'ai pas encore toute la maîtrise du dossier, mais on pourrait être un peu impacté. Alors une question pour revenir un petit peu sur les commerces de proximité. Donc une question de Laetitia qui trouve que c'est une très bonne idée que l'investissement sur les produits locaux, d'y porter attention, mais est-ce que ce sera possible sans que les prix ne flambent? C'est tout l'intérêt et tout l'enjeu. Quand vous avez aujourd'hui des produits de manière intensive en Espagne, qui viennent d'Espagne avec le coût qui arrive à être moins cher que les produits français, ça pose question. Mais en même temps, si un producteur français local vend directement ou qu'il n'y a pas d'intermédiaire, qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire,
on arrive largement à faire baisser les coûts. La crise sanitaire l'a montré, il y a des producteurs qui arrivent à avoir, des producteurs français locaux qui arrivent à avoir des produits à des prix très compétitifs sans que ça renchérisse les choses. Je fais un parallèle avec les produits bio. Il y a des enseignes de la grande distribution discount qui arrivent à proposer des choses à des prix relativement corrects. C'est ce que nous dit Laetitia, les gens se tournent généralement vers un supermarché. Mais là aussi, si il y a une dynamique qui est créée et qu'on arrive à réduire les coûts, qu'on facilite les transports, etc., que toute cette dynamique se met en place, on va forcément avoir des prix différents. Il y a le principe des AMAP où on passe un contrat avec l'agriculteur pour lui garantir ses revenus tout le long de l'année. Ça permet d'avoir des prix et des coûts de revient qui sont lissés sur l'année, qui permettent à l'agriculteur de vivre correctement et à l'acheteur d'avoir des prix raisonnables. Donc il y a toute une série de choses qui sont à repenser, à reconstruire, mais qui vont permettre de faire baisser les coûts, moi j'en suis certain. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a alors, je sais, alors c'est compliqué parce que moi j'ai aucun retour, donc je ne sais pas ce qui se passe, si vous recevez les images correctement. Pour moi c'est bon. Donc c'est bon. Plus une remarque qu'une question. Plus une remarque qu'une question, c'est une personne qui fait remarquer que le stationnement, le manque de place de stationnement autour du centre-ville, notamment route de Tarbes et la difficulté de circulation, est certainement un frein aux commerces locaux et au développement. Est-ce que, donc c'est un sujet qui a été largement abordé, mais est-ce que tu penses que le stationnement doit être développé? Alors, ça dépend de l'approche qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut se garer devant chaque commerçant ou est-ce qu'on fait l'effort de faire 10, 20, 30 ou 40 mètres à pied? Est-ce on repense aussi des commerces avec des polarités, alors Mondra, centre-ville, où tout est regroupé avec des parkings à côté? C'est ce que je disais tout à l'heure avec la chance historique là d'avoir du foncier avec des choses qui sont peut-être possibles. C'est peut-être ça qu'il faut penser et qu'il faut construire pour l'avenir et le réfléchir. Peut-être de se dire une place devant chaque commerçant, c'est peut-être pas la bonne solution. Plusieurs places pour plusieurs commerces, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Je reviens sur la question tout à l'heure des producteurs locaux, du bio, des circuits courts. C'est aussi d'avoir des espaces pour que les personnes vendent. Donc, c'est soit dans les commerces qui existent, soit il faut des lieux de stockage et des endroits. Donc, ça rejoint comment on y va, comment on stationne en voiture, en vélo. C'est tout ça qu'il faut penser à chaque fois que l'on avance dans l'urbanisation et dans les projets. Et penser au mode doux. Il peut y avoir aussi des systèmes, mais tout ça c'est à développer, de livraison à domicile, de portage, avec il y a une multitude de métiers de services à développer. Je ne vais pas m'étendre, mais on va aller sûrement vers des choses nouvelles assez vite. Alors, une autre, toujours pareil, plus une remarque, mais sur les nuisances sonores, c'est pas tout à fait dans le cadre du sujet de ce soir, mais c'est une question qui nous vient de Céline. Donc des nuisances sonores diurnes et nocturnes de pétrolettes trafiquées, mais aussi de crosses non homologuées, mais aussi des excès de vitesse route de Tarbes qui devient la nuit une route à course. Le jeu de griller les feux devient courant. Beaucoup d'incivilités de ce type-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui c'est possible de faire contre ces incivilités? Alors, il y a plusieurs questions. Alors, les excès de vitesse, les gens aussi qui ont des voitures avec des co-trafiqués qui font beaucoup de bruit, il y a des lois, il faut qu'elles soient appliquées. Il y a des règles, il faut qu'elles soient appliquées. Est-ce qu'elles peuvent l'être avec des caméras de vidéosurveillance qui sont installées, qui vont filmer les voitures et les jeunes qui passent, mais on ne résoudra pas grand-chose.
Est-ce que ça va se faire avec des collectifs là, de participation citoyenne, voisins vigilants, pour changer les choses? Moi, j'y crois pas. Souvent, ce qui redonne la force à la loi, c'est la gendarmerie, la police. C'est pour ça que nous avons été les seuls à dire que nous augmenterons les effectifs de police municipale. Parce que je pense que c'est des policiers qui peuvent interpeller des gens qui font des infractions et faire cesser ces désordres. Des aménagements routiers peuvent être faits, des aménagements de sécurité peuvent être faits, il peut y avoir tout un tas de dispositifs. Mais quand il y a quelqu'un qui contrevient à la loi, il doit être sanctionné. Je crois qu'il faut que ça soit clair. Ce que j'ai vu sur les programmes, c'est que cette idée d'augmenter les policiers municipaux est visiblement reprise, puisque je l'ai vu sur un nouveau programme apparaître. Là aussi, nous, on l'a budgétisé, on sait exactement combien ça coûte et on sait que ça passe sur le nombre de policiers supplémentaires que l'on veut mettre. Et comme on sait qu'il faut aussi des agents supplémentaires pour l'entretien de la commune. Une question toujours sur la circulation. Il y a une déviation de Saint-Lys et nous trouvons que le nombre de gros camions y est trop présent. Peut-on envisager une interdiction, sauf livraison de commerce, car les camions de la déchetterie passent par Fonsorbe alors qu'il y a une sortie et Saint-Lys sur la rocade? Donc cette déviation toute la déviation de Saint-Lys et Fontenay qui repasse par Fonsorbe avec tout le trafic et notamment de camions, est-ce qu'on pourrait pas trouver, est-ce qu'il n'aurait pas pu être trouvé d'autres solutions? Alors j'ai un peu de mal à visualiser là, les tracés. Ça amène deux choses. Il y avait des poids lourds qui passaient, des poids lourds, quand je dis des poids lourds, c'est des 38 tonnes qui passaient place du Trépané devant l'école, y compris au moment de la sortie scolaire, qui empruntaient le chemin des Capeliers de manière régulière. La commune a pris un arrêté pour interdire uniquement sur une partie du chemin des Capeliers devant l'école. Il y a des voies qui ne sont plus faites pour absorber la circulation d'aujourd'hui. Des petites départementales comme le chemin des Capeliers Esquiré ne peuvent pas accueillir des 38 tonnes. Ce n'est plus possible. Donc il va falloir impérativement arriver à créer une autre route et une autre voie. Donc nous avons réfléchi à un tracé de contournement de la commune. C'est un projet ambitieux qu'il faut intégrer aussi avec la notion de développement durable. Tout ne doit pas être mis à la voiture. Mais pour l'instant, c'est quand même c'est le moyen privilégié par tout le monde et il est difficile de se dire que ça va disparaître comme ça. Donc il faut qu'on prévoie, puisque avec l'augmentation de la population, tant qu'il n'y aura pas un réseau de transport collectif suffisant, on aura sûrement encore plus de voitures. Donc il faut une alternative pour éviter de traverser la commune et donc que les poids lourds après ne traversent pas la commune. En l'état, vu toutes les routes, vu le réseau routier existant, ça paraît très difficile de faire autrement. Voilà. Plus après, pas rentrer en détail, mais les obligations légales, la route départementale qui traverse la commune est classée grand gabarit, on ne peut pas la modifier comme cela. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut, là aussi, je faisais allusion tout à l'heure à l'histoire, le tracé des routes de Fonsorbe n'a pas bougé, je crois, depuis 3 siècles. Il est peut-être temps d'imaginer une nouvelle route qui désengorge la commune. Du coup, nouvelle question qui m'anime un peu, donc je me permets de la poser, de Melinda qui dit: pour le financement des activités des jeunes, que comptez-vous faire? Moi j'imagine qu'on regroupe là-dedans tout ce qui est sportif, culturel, associatif en général. Alors, dans le financement des activités pour les jeunes, il y a des choses. Il y a les financements pour aider les jeunes à pouvoir faire une activité et leur famille, parce que les activités ont un coût. Donc, par le biais du CCAS, il y a déjà un coupon sport et culture. Pour nous l'avons toujours dit, il n'est pas suffisant et il ne permet pas à suffisamment de fonds sorbés de pouvoir s'investir. Donc, ça, nous avons prévu de le revoir et d'intensifier les aides pour permettre au plus grand nombre de fonds sorbés d'aller dans les associations et les activités qui sont proposées sur la commune. Ce qui pose déjà notre souci, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont à saturation et qui sont déjà complètes. Donc c'est aussi d'autres choses, mais on l'avait déjà évoqué, on sait très bien qu'il va falloir aider certaines associations à
les soutenir pour qu'elles se développent. Après, si c'est soutenir, dans la question c'est soutenir les projets des jeunes et les associations des jeunes, c'est pour nous une évidence. Je citais un exemple tout à l'heure, la web radio. Pour nous, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. C'est fabuleux. Toutes les initiatives qui ont été faites, proposées avec le Conseil des jeunes, je l'ai déjà dit, mais la signalétique 3D, il faut le mettre en place. Voilà. Donc, une volonté forte, il y aura des lignes budgétaires pour le faire. Ça, c'est clair. Ok. Tu parlais juste de la radio, donc peut-être pour répondre aussi en live. On nous demande est-ce qu'il y aura un live pour la radio, donc dont tu nous as parlé tout à l'heure. Est-ce que ce sera en direct, donc peut-être tu pourrais dire où est-ce qu'on peut le trouver. Alors, je vais en parler parce que je voulais le dire en termes de conclusion. C'est mercredi, donc demain soir, 21h, en direct, donc sur la web radio. Il y a sur nos réseaux sociaux, il y a les coordonnées, mais vous tapez Web Radio Fonsorbe, vous allez y trouver dessus. Et après, ça sera réécoutable sur ce site-là. Voilà, on peut réécouter les émissions puisque c'est un peu leur principe. J'imagine que peut-être vous essayerez de partager sur les réseaux sociaux, tout ça, donc pour les retrouver. Vous essayerez de faire quelque chose. On verra, c'est leur outil, hein, et ils me font. C'est un honneur de répondre à leur invitation pour moi. Surtout quand j'ai appris, on a reçu ce mail, on a appris l'existence de cette radio, on trouve ça vraiment super. Donc c'est un honneur, et après c'est à eux de faire vivre. Je pense que c'est un peu en marge de la campagne. Ils souhaitent m'interroger sur comment je vois la commune, mes positions sur la jeunesse, etc. Donc j'y répondrai avec plaisir. Et ça sera à eux d'utiliser leur support, c'est leur support. Les adultes ont très souvent tendance à vouloir phagocyter les jeunes ou vouloir leur dire à leur place ce qu'ils doivent faire. Donc moi j'ai vu la qualité, je leur fais entièrement confiance, ils feront ce qu'ils veulent de leur émission. Ok, super. Alors j'ai peut-être une autre question, si je peux enchaîner. Alors, oui. Voilà, c'est une question sur les logements. Est-ce qu'il est prévu peut-être dans le programme d'avoir de nouveaux logements sur Fonsorbe? Ça c'est une question vaste, parce que ça veut dire quoi les nouveaux logements? Alors je ne sais pas du tout. Peut-être qu'on parle de logements sociaux, peut-être de logements... je ne sais pas du tout. Alors, peut-être demander de préciser. Nous notre volonté, il faut que chacun puisse pouvoir habiter dans des conditions décentes. Il faut que chacun ait une place dans la ville. Et en même temps, il faut que la ville puisse accueillir. Donc c'est une alchimie et il faut respecter un territoire et il faut respecter l'environnement. Et en même temps, on est proche d'une grande agglomération avec des gens qui veulent venir s'installer, qui ont besoin d'avoir de l'habitat. Donc il faut qu'on joue avec l'ensemble de ces curseurs. Mais en tout cas pour nous, il nous semble qu'on ne peut pas laisser la commune de Fonsorbe avoir une augmentation de la population de manière démesurée et qu'il faudra qu'on fasse tout pour freiner cette population. Parce qu'on serait dans des difficultés financières pour créer les infrastructures nécessaires à ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour nous, on s'est dit qu'on veut éviter les projets des promoteurs parce que c'est ceux qui entraînent le plus de désagréments, qui entraînent le plus de répercussions négatives pour la commune, qui sont les moins intéressants, et peut-être revenir, mais c'est des choses que l'on va réfléchir, à permettre à une accession à la propriété, à des choses à tout le monde, voilà, mais avec une grosse méfiance sur les promoteurs et des gros ensembles. Là aussi, je l'avais évoqué sur un direct précédent, nous sommes en lien avec d'autres listes citoyennes comme nous du bassin de vie de Toulouse pour réfléchir à cette question et essayer d'avoir une vue et aller vers des plans locaux d'urbanisme concertés qui prennent en compte ces questions. Puisque là aussi, Fonsorbe, on subit la pression de toutes les autres communes autour et de tout l'environnement. Donc c'est aussi collectivement qu'on peut arriver à construire des logements en urbanisation où tout le monde y trouve sa place. Et pas comme on pressent sur le Muretais-Aglo où la ville de Muret semble avoir envie de faire partir une partie de sa population sur les communes périphériques et notamment les populations qui l'embêtent le plus. C'est pas comme ça qu'on doit procéder. Okay. Justement, tu parles de l'agglo Muretin, une question. Pourquoi rester dans le Muretin-Aglo s'il est impossible de travailler avec les grosses communes
n'est-il pas possible de rentrer dans une autre aglo? Ah, sacrée question. Alors, déjà, normalement, il devrait être possible de travailler avec les autres communes et avec les autres élus. Si le fonctionnement du Mureté Agglo était démocratique, si l'écoute était faite à l'ensemble des élus de chaque commune, les questions se poseraient différemment. Sur le mandat précédent, force est de constater que ça n'a pas été le cas. C'était 2-3 personnes qui géraient seules et tous les autres élus levaient la main pour dire oui, avec très peu d'idées contraires ou de propositions autre chose. Autour des élections, ils nous ont dit que tout allait changer. Les élections sont en train de se dérouler. Pour certains, les maires ont été élus au premier tour. Les échos que l'on a, c'est que ça repart comme avant, que rien ne va changer. Et pour aller sur la question de changer d'interco, donc c'est très compliqué avec les lois de décentralisation qui nous obligent à être dans une interco, dans une communauté d'agglomération. Mais c'est une question qu'il faudra peut-être poser et que, en tout cas, nous, on s'est interrogé. Parce qu'on ne peut pas être dans une collectivité où il y a autant de personnes et autant d'habitants qui sont décriés. Et en plus, il serait important d'être en cohérence avec ce que j'appelle le bassin de vie. C'est-à-dire, le bassin de vie, c'est Sainte-Foy, Saint-Lys, la Salvetat, Fontenay, Léguevet, etc. On voit qu'il y a un bassin de vie, une unité territoriale avec beaucoup de choses en commun. Ça aurait du sens. Mais c'est des sacrées questions. Je sais que d'autres élus sur d'autres communes se posent la question pour être le plus efficace avec toutes les compétences qui sont aujourd'hui attribuées à des intercos, puisqu'il y a de plus en plus de compétences. Mais c'est des questions très difficiles, il y a des enjeux politiques, je ne vous le cache pas derrière, énormes, et des enjeux de souveraineté énormes, avec des élus qui veulent garder leur bastion. Voilà, mais il faut oser aller bousculer tout ça. Alors, peut-être une avant-dernière question. Est-ce que vous échangez avec votre liste concurrente qui a a priori un sujet phare qui est le PLU et plus globalement, quels sont vos rapports ou échanges avec les autres candidats depuis l'annonce du second tour? Alors, je vais répondre le plus simplement possible. On n'a aucun contact, ou des contacts informels. Pour être clair, avec Citoyenneté 2000, les seuls contacts qu'on a eus, c'est des contacts pour soulever les manquements aux règles du code électoral. Nous n'avons pas eu d'autres contacts et nous avons mis de côté les petits sarcasmes qu'on a pu entendre ici ou là dans nos présences sur la commune, puisque nous, on est présents et on fait campagne sur l'ensemble du territoire de la commune. Avec la liste Fonçons vers l'avenir, nous avons eu des discussions autour de l'Alliance qui en fait n'ont jamais vraiment démarré. Depuis, nous n'avons aucun contact officiel. Je redis ce que je disais tout à l'heure, mes demandes de débat public, je n'ai eu aucune réponse. Nous avons après des contacts informels avec les individus que composent ces listes, mais sans évoquer la problématique des élections municipales, uniquement sur des liens de sympathie et de correction que l'on peut avoir soit entre élus, soit entre habitants d'une commune. Je pense avoir répondu clairement. Depuis, beaucoup de questions sont arrivées. Ah. Alors, je pense que nous avons un habitant du quartier d'en bas, comme certains l'appellent, donc Eigolungo, Bido. Oui. Voilà, donc il y a une question qui me paraît encore un petit peu floue au niveau d'un éventuel rond-point qui serait mis à la place donc, des feux. Donc, je ne sais pas si ça s'oriente vers le problème de circulation le temps des travaux. Voilà, donc juste peut-être une précision, c'est que donc, monsieur parlait de financement en région, qui serait plutôt des financements de département. Voilà, donc s'il peut essayer de nous préciser cette question. En attendant, pourrais-tu répondre à sa deuxième question, qui est sur l'entretien des fossés. Alors si je la reprends, je remonte un petit peu. Voilà, qu'allez-vous faire concernant les fossés qui ne sont pas entretenus
et sur le problème des coulements des eaux, même quand ceux-ci sont nettoyés. Je pense que ça concerne vraiment le quartier bien précis dont je parlais tout à l'heure. Je pense que c'est rigolo. Mais nous allons faire ce que nous avons demandé depuis 2014 à la municipalité en place, c'est-à-dire déjà une commission, qu'on appelle une commission de fossés, qui détermine les priorités sur la commune pour mettre en place les travaux année après année, en disant cette année on fait tel fossé, tel fossé, tel fossé. Et après de revoir l'écoulement, puisqu'il y a 2 fossés mers sur Aigolongo qui sont très mal entretenus avec de l'eau qui stagne et puis 2 autres petits ruisseaux aussi qui ne sont pas entretenus, qui font que l'eau stagne et que ça entraîne lors des très très fortes pluies des débordements à certains endroits. Donc on maîtrise bien le sujet, on a la chance d'avoir l'élu de ce quartier qui maîtrise très bien le sujet, je parle d'Aigolongo, excusez-moi, parce qu'on me fait des signes, et donc on fera ce que l'on demande qui aurait dû être fait depuis 2014. Donc il y aura un entretien programmé des fossés sur la commune. Donc la précision concernant donc, le rond-point, c'est que donc, l'absurdité serait de mettre des feux, ce qui est prévu, et est-ce que vous ferez quelque chose pour éventuellement mettre en place donc, un rond-point? Alors, dans le cadre du PLU, nous avons alerté sur le fait qu'il y avait des réserves foncières qui avaient été faites pour que le rond-point soit fait. On a demandé que ce soit maintenu. Ça n'a pas été entendu. Nous avons pris attache auprès d'un conseiller départemental pour que ce rond-point soit fait, voir si ça pouvait être fait. On a eu quelques échos assez encourageants. Donc pour nous, la priorité et l'aménagement qui doit être fait, c'est un rond-point. Les feux nous paraissent inappropriés à cet endroit et vraisemblablement aussi dangereux, ce que disent tous les spécialistes de la sécurité, notamment en venant de Fonsorbe. Donc pour nous, ça sera une énergie, un financement qui sera mis et un financement à aller chercher pour qu'il y ait un rond-point à cet endroit-là, qui, entre parenthèses, est l'un des endroits de la commune où il y a le plus d'accidents, heureusement souvent sans qu'il y ait de trop graves blessés, même s'il y en a eu et qu'il y a eu aussi un décès, mais c'est l'endroit le plus accidentogène de la commune. Il a fallu une mobilisation des habitants pour que Madame la maire et ses élus le prennent en considération sur les années à venir, puisque là aussi, ce n'était pas vrai. Et je félicite le travail et je remercie le travail des habitants, qui était là aussi de très grande qualité, qui a démontré le côté accidentogène de ces endroits-là. Alors, une question sur l'éclairage public. Donc, dans un précédent live, on avait évoqué donc, le problème d'extinction de l'éclairage public qui était dû en partie au compteur Linky. Donc, est-ce que cette mesure n'a pas été une mesure de la municipalité? Et qu'est-ce que ferait Fonsorbe lui-même d'abord concernant donc l'éclairage public? Déjà, il faut qu'il fonctionne. Si vous circulez le soir dans Fonsorbe, vous allez voir des endroits où il y a de l'éclairage. D'autres endroits, il n'y a pas d'éclairage. Vous repassez le lendemain, c'est allumé. Et puis le surlendemain, c'est éteint. Il faut que l'éclairage fonctionne. Nous mettrons en place, on l'a dit, un éclairage modulable, en réfléchissant. Alors, il y a différentes façons de faire pour maintenir à des endroits bien repérés un éclairage minimum nocturne pour que tout le monde soit en sécurité. On a eu des exemples des gens qui vont prendre leur travail très tôt le matin à 5 h, il n'y a pas d'éclairage. On a l'exemple d'une personne là aussi on a des trottoirs tellement bien entretenus qu'il s'est fait une entorse de la cheville puisqu'elle marchait dans le noir. Donc on reverra toute cette question de l'éclairage avec les technologies d'aujourd'hui. On peut concilier sécurité et environnement. Les questions ne s'arrêtent pas d'arriver, mais je pense qu'à un moment, il va falloir peut-être mettre un terme. Malheureusement, donc, on essaiera de répondre, je pense, aux 4 ou 5 questions qui sont encore arrivées, qui sont des petites questions courtes. Voilà, par contre, une question je vais essayer d'être plus bref dans les réponses. qui paraît être intéressante, c'est est-ce que vous avez prévu de faire un autre live d'ici la fin de la semaine? Est-ce que vous pourrez répondre peut-être à des questions? Est-ce que vous allez faire un sondage? Comment voyez-vous ce live
d'ici donc la fin de la semaine et la fin de la campagne. Alors, on a prévu de faire un prochain direct vendredi prochain. On s'était dit, le format que l'on voulait proposer, c'était un format d'une intervention unique pour donner des arguments et des éléments pour que chaque électeur de la commune puisse faire son choix. S'il y a trop de questions, on pourra prévoir un temps de questions. On peut le scinder. Voilà. On avait prévu un direct de 30 minutes. On va réfléchir, on s'adaptera en fonction de tout ce qu'il y a. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres questions. On peut prendre 5 minutes. Oui, après on peut Peut-être. peut-être voir en fait. Peut-être une dernière note, un petit peu d'actualité autour des moustiques tigres. On constate beaucoup de fossés mal entretenus, avec des eaux stagnantes et donc des développements de moustiques tigres. Est-ce qu'il est prévu aujourd'hui quelque chose ou qu'est-ce qui pourrait être fait? Je pense, alors sans trop m'avancer, je pense que la municipalité en place n'a rien prévu. Quand nous on parle de l'entretien quand on parle de l'entretien de la commune, quand on parle de l'entretien des fossés, tout ça c'est lié. C'est aussi des mesures d'hygiène et des mesures sanitaires. Si l'eau ne s'écoule pas, elle stagne, et derrière on a des moustiques, mais on peut avoir d'autres choses. C'est un tout, c'est une perception globale que malheureusement l'équipe en place n'a pas. C'était pas pour enquiquiner que depuis 2014 on demandait d'entretenir les fossés, c'est pour que l'eau s'écoule et qu'elle ne stagne pas, et pour éviter après l'invasion des moustiques tigres. Donc après il faudra le traiter parce qu'on ne peut pas laisser faire comme ça, mais là aussi c'est aussi un projet, un problème de santé publique qui est général aussi. Hein. Il n'y a pas que sur la commune de Fonsorbe, mais il faudra aussi qu'on soit à l'œuvre là-dessus. Et éviter que des promoteurs, qu'on laisse des promoteurs faire des installations qui ne soient pas conformes. Je pense à Ourde-Courternerie, qui est un scandale monumental. C'est pas force d'avoir dit, dès que nous sommes allés voir sur le chantier, nous avons vu que c'était pas normal. La municipalité a laissé faire les choses jusqu'au désastre actuel. Et maintenant, on se retrouve au tribunal. Quand nous avons alerté dès le départ, si on nous avait dit, oui, vous avez raison, on va s'en occuper, visiblement les travaux qui se font vont entraîner des problèmes de malfaçon, c'était visible, on s'en est aperçu de suite, on n'en serait pas là. C'est toute cette logique de la gestion d'une ville municipale qu'il faut appréhender et essayer d'anticiper les choses. Il ne faut pas être dans la réaction comme c'est le cas, et puis après d'aller dire c'est la faute aux autres et d'être désagréable avec tout le monde. Alors, les autres questions, on reprendra, on va les retravailler, on verra comment on s'organise pour la prochaine fois. Je remercie encore toutes les personnes qui suivent ce direct, mais toutes les personnes qui le revisionnent et qui jettent un œil dans les jours qui suivent. C'est aussi fait pour ça et merci de le faire. Donc, je reprécise, vendredi prochain, dernier direct de la campagne électorale. Ça sera donc notre dernière prise de position publique et ça clôturera notre campagne pour ce second tour de l'élection municipale. Je vous invite à aller consulter toutes nos vidéos qui sont sur nos réseaux sociaux. Vous y verrez notre description de la situation et des actions de la commune et surtout nos projets, nos propositions. Il est pour nous capital que Fonsorbe prenne notre dimension, que Fonsorbe retrouve le sens de l'humain, retrouve ou s'oriente vers un changement d'appréhension du modèle écologique. On doit aller vers une transition écologique, on doit s'inscrire dans du développement durable, on doit faire la place à tout le monde. Si vous croyez que toutes les propositions que nous faisons, que toutes les valeurs que nous portons sont des valeurs, des propositions qui sont bonnes pour la commune, pour vous, pour ses habitants, alors soutenez-nous. La balle est aussi dans votre camp pour rappeler et faire voter pour la liste que je conduis et pour que nous puissions faire que Fonsorbe rentre réellement dans le 21e siècle. Nous sommes à l'action depuis bien longtemps. Je vous invite dans les jours qui viennent à appeler massivement à voter pour notre liste. Le changement peut être possible. Il suffit d'une seule chose, c'est d'oser. Oser
votez pour la liste que je conduis. Et pensez à prendre soin de vous. L'épidémie n'est pas encore terminée. Il faut s'assurer d'appliquer les gestes barrières. Je vous remercie et je vous propose de nous retrouver vendredi.